En manchette ce soir, le dépôt du budget provincial fait réagir. De nombreux secteurs devront se serrer la ceinture. L'Abitibi-Témiscamingue parmi les régions les plus impactées par les tarifs américains. C'est quand même une production qui était quand même assez payante dans notre région. Il y a plusieurs producteurs qui décident de ne pas en semer cette année. Et de nouvelles bourses pour les étudiants du domaine minier de l'UQAT. En créant ces fonds-là à sa mémoire, c'est vraiment une belle façon de le garder vivant avec nous. Bon mercredi soir, ici Kémilia La Liberté. Bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin en politique provinciale alors que le budget 2025-2026 du gouvernement Legault fait réagir dans la région, à commencer en agriculture où, Olivier, il y a des compressions. Oui, effectivement, Kémilia, donc notamment au niveau du plan agricole, du plan d'agriculture durable, on prévoit là, que seulement 100 millions des 250 millions prévus pour ce budget seront octroyés au niveau des travailleurs du grain. Il faut comprendre là, dans la situation actuelle que le domaine traverse vraiment une période difficile. L'UPA me disait ce matin qu'actuellement, on enregistre des pertes de 40,4 % des revenus nets pour la période de 2024 seulement. Et malheureusement, bien, le contexte actuel ne fait qu'aggraver les choses puisque plusieurs producteurs devront faire une croix sur certaines productions qu'ils exportent aux États-Unis, notamment le canola. C'est quand même une production qui était quand même assez payante dans notre région. Il y a plusieurs producteurs qui décident de ne pas en semer cette année là, à cause de l'incertitude des marchés, qu'on ne sait pas vers quoi qu'on s'en va. Fait que là, c'était revenu de moins. Là, fait qu'on fait des productions, on va faire des productions moins payantes. Là. Fait que c'est dans ce contexte-là que moi, j'ai peur qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui baissent un peu le rapport financier qui ne soit pas si bon. Là. Et Olivier, du côté de la santé, le syndicat de la FIC-CISAT demeure prudent. Oui, effectivement, bien qu'on ait annoncé que Santé Québec n'aura pas épongé le déficit de 1,5 milliard annoncé dans la dernière année, bien n'en demeure pas moins qu'actuellement, on a limité les dépenses à seulement que 3 %, ce qui amène une certaine inquiétude au niveau du maintien des services dans la région. Je vous invite d'ailleurs à écouter Jean-Sébastien Blais, le président de la FIC-CISAT, à ce sujet. Mais avec le hausse de seulement 3 qui est autorisé en santé, bien, c'est définitif qu'il y aura encore une fois des coupures de services à venir en région. On sait qu'on utilise encore outrageusement la main-d'œuvre indépendante qui dépasse nos budgets. On n'a jamais atteint l'équilibre budgétaire au niveau du CISAT. Donc, je pense que honnêtement, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pelleté par en avant les problèmes. Des mauvaises nouvelles puisque du côté de l'industrie forestière, bien, on a eu un important gain alors qu'on a annoncé des investissements records de 165 milliards de dollars pour la construction de nouvelles infrastructures qui nécessiteront en majeure partie du bois qui sera produit ici même dans la province. Le budget prévoit également une diversification de l'industrie, mais également des innovations telles que l'intelligence artificielle. De voir qu'il y a à l'intérieur du budget, puis ça a été annoncé, notamment avec le programme Panorama, de venir diversifier les marchés sur lesquels le Québec peut aller vendre ses produits, que ce soit du bois d'œuvre ou que ce soit des panneaux, que ce soit du bois d'ingénierie ou des pâtes et papiers. Bref, tout ça, c'est disponible pour aller vendre sur d'autres marchés. En terminant, Kémilia, on surveillera dans les prochaines semaines l'étude des crédits budgétaires par les parlementaires de l'Assemblée nationale. Merci, Olivier. Au plaisir. Et toujours en lien avec le budget, l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue s'insurge que le budget Girard ne prévoit aucun nouvel investissement pour la réalisation de logements sociaux. Pour l'organisme, c'est plus qu'une grande déception, c'est un manque de respect et d'engagement envers les locataires. Rappelons que le 11 mars, environ 2000 appels ont été faits auprès de la ministre de l'Habitation pour qu'elle prenne des engagements concrets. Un rassemblement des locataires est prévu le 12 avril prochain à Rouyn-Noranda. Et en plus du budget, le gouvernement Legault a mis à jour son plan québécois des infrastructures pour la période 2025-2035. Et dans la région, le cabinet de la ministre responsable des aînés nous confirme que le projet d'une maison des aînés à Palmarol est toujours inscrit dans le plan, avec une contribution gouvernementale d'un peu plus de 34 millions de dollars. Et pour ce qui est de l'agrandissement et de la réfection de l'hôpital à Amos,
Le plan indique que le projet est toujours dans sa phase de planification. La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, nous confirme que des sommes sont allouées cette année pour le projet. On revient maintenant sur les tarifs américains de l'administration Trump. L'Abitibi-Témiscamingue pourrait être la 4e région la plus touchée au Québec, selon un nouveau rapport publié par Desjardins. Les détails avec Félix Blaquière. En raison notamment de la forte présence des industries minières et forestières sur le territoire témiscabitibien, Desjardins prévoit que la région serait la 4e plus touchée au Québec face aux tarifs commerciaux imposés par l'administration de Donald Trump. L'industrie minière, c'est quand même une part importante du PIB de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. L'industrie manufacturière aussi. Puis l'industrie manufacturière, quand on regarde les types de produits qui sont construits dans la région, c'est surtout les produits en bois. Donc, de l'industrie forestière, la transformation du bois, puis qui est exporté souvent à l'extérieur de la région. La coopérative affirme cependant que l'Abitibi-Témiscamingue pourrait s'en tirer mieux que d'autres régions québécoises, du fait en partie que l'industrie manufacturière régionale n'exporte qu'une fraction de ses produits vers les États-Unis comparativement à d'autres régions. Mais les exportations régionales vers nos voisins du Sud sont tout de même au-dessus de la moyenne québécoise. On a essayé de développer un indice qui regardait vraiment nos exportations vers les États-Unis par emploi, donc pour avoir une idée de la grosseur de l'industrie dans la région. Puis ici, on le compare à la moyenne provinciale. Donc, la moyenne est plus autour de 108 000. En Abitibi, on est quand même presque 3 fois plus élevé. Notre exportation de biens vers les États-Unis par emploi est presque 3 fois plus élevée que la moyenne. Les chambres de commerce et d'industrie régionales, pour leur part, demeurent optimistes malgré tout. Oui, on se situe 4e au niveau du risque qui est en lien avec la taxe douanière. Sauf que cependant, c'est 18% dans notre cas de nos biens qui sont exportés aux États-Unis. Donc oui, le volume par emploi est élevé et nous met à risque là, dans une certaine mesure. Mais il faut voir que l'Abitibi sait se démarquer encore une fois avec une plus grande variété de marchés. Le fait que l'Abitibi s'en sort quand même bien là, parmi les régions, c'est quand même encourageant. Évidemment, chaque région a leurs défis. Et puis, nous, à la Chambre de commerce, on est là pour appuyer nos membres et puis de mettre des outils en place avec d'autres organismes, justement, pour les aider en cas de besoin. Desjardins affirme que des effets indirects pourraient éventuellement se faire sentir dans la région, notamment en raison d'exportations vers d'autres secteurs du Québec qui, eux, exportent plus fortement vers les États-Unis. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et 2 nouveaux fonds étudiants en mémoire de Gérard Jerry Legault ont été annoncés ce matin à l'UQAT. L'entreprise McMinn, dont il était propriétaire, s'associe à la fondation de l'UQAT et à celle du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Bien connu de la communauté d'affaires d'Amos, Jerry Legault est décédé en août dernier en compagnie de sa conjointe Aurore et de leur petit-fils Jake d'un tragique accident d'hélicoptère dans le parc de la Vérandrie. En sa mémoire, l'entreprise McMinn fait don de 75 000 $ pour la relève. On voulait honorer la mémoire de Jerry Legault, qui est fondateur de plusieurs entreprises en Abitibi sur le territoire. Puis sa mission éducative aussi qu'on voulait honorer là-dedans. 50 000 pour l'UQAT, 25 000 pour le cégep. En créant ces fonds-là à sa mémoire, c'est vraiment une belle façon de le garder vivant avec nous. Une bourse d'excellence de 2 000 $ sera maintenant remise annuellement à un étudiant ou une étudiante de l'UQAT. Bien, M. Jerry Legault était un homme qui était vraiment impliqué, qui a innové dans le secteur minier. Donc, l'entreprise a choisi de redonner dans ce secteur-là. Un 2 000 $, bien, ça peut changer beaucoup de choses pour nos étudiants avec le coût de la vie et tout. Ça donne surtout de la reconnaissance pour les étudiants. Ça leur donne comme une tape dans le dos pour continuer leur étude. Et une bourse de persévérance de 1 000 $ sera d'ailleurs la toute première in memoriam de l'histoire du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et sera remise à un étudiant du campus d'Amos. Jerry Legault était un bâtisseur. Chaque bâtisseur doit faire preuve de persévérance. Puis la persévérance, c'est de jamais lâcher, malgré les embûches, malgré peut-être des assises, des compétences qu'on n'a pas. C'est de continuer, de se relever les manches. Donc, c'est vraiment un beau vote de confiance pour un étudiant pour qui c'est plus difficile, pour qui rencontre des défis. C'est vraiment c'est un gage de confiance. Donc, c'est le premier. On espère que ce ne sera pas le dernier.
L'investissement s'impose comme une initiative qui entend soutenir dans le temps toute une génération d'étudiants de la région. C'est un don, les sommes sont capitalisées, c'est avec l'usufruit, c'est-à-dire avec les intérêts qu'on donne, le 2000 $. Donc, c'est un don qui est pérenne dans le temps. Fait que c'est vraiment un geste significatif parce qu'à chaque année, on va donner, c'est ça, un 2000 $ en bourse à un étudiant ou une étudiante dans le secteur des mines et de l'environnement. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Jour 4 des élections fédérales, quelle est la place de la voix des jeunes dans l'actuelle campagne? C'est une question qu'on peut se poser en plein cœur d'une élection déterminante pour l'avenir du pays. Les réponses avec 2 jeunes militants. Ce que je souhaite aux jeunes, c'est de réaliser l'importance qu'ils ont dans cette élection-là. Je leur souhaite de réaliser qu'ils sont dans une position sur un territoire pas comme les autres, puis d'être fiers de ça, puis de défendre leurs intérêts. Pour Benjamin Brassard et Maya Gontier, l'élection en cours est plus qu'importante pour l'avenir des jeunes. Je pense que tout d'abord, tous les jeunes doivent être concernés par toutes les élections. Je pense que c'est prime abord parce que ce sont des moments incroyables en démocratie puis dans nos pays respectifs comparativement à d'autres pays dans le monde. Je pense qu'on soit jeune ou moins jeune, là, dans le contexte actuel, on est factuellement touché par ce qui se passe, par les tarifs douaniers, les affirmations de Trump. Puis c'est ça qui, moi, en tant que jeune, me préoccupe parce qu'on parle quand même de l'avenir de notre pays, on parle de l'avenir de nos droits, puis on parle de notre avenir au final. Mais comment rejoindre adéquatement les 18 à 24 ans et les motiver à sortir voter? C'est dans la façon dont on s'adresse. Puis en ce moment, ce qui va être très positif, là, je ramène un peu le contexte, ce qui va être positif du contexte, c'est qu'en ce moment, ça touche tout le monde, ça touche les familles, les répercussions, elles sont directes. Puis je pense que ça va ramener la jeunesse à aller voter. Oui, il y a la problématique d'aller chercher la voix des jeunes, mais il y a aussi la problématique de l'entendre. Puis ça, des fois, il y a des gens qui ont de la difficulté à entendre cette voix-là. Puis je pense qu'on gagnerait en tant que société à aller chercher la voix de ces jeunes-là qui, selon moi, est précieuse, particulièrement dans le contexte actuel dans lequel on se trouve. Selon les chiffres de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue pour l'élection de 2021, la moyenne des taux de participation des 2 circonscriptions de la région est de 50,7 %. Toujours pour 2021, à l'échelle du pays, c'est seulement 46,7 % des 18 à 24 ans qui ont voté. Ce nombre grimpe à 74,9 % chez les 65 à 74 ans selon Élections Canada. Maya Gontier met toutefois les données en perspective. On pourrait penser que c'est plus désastreux, mais je pense qu'il y a une différence entre aller voter puis être conscient de son choix quand on va voter. Puis je pense que c'est là où la différence du contexte, elle est importante parce qu'on s'informe sur les répercussions, on s'informe sur comment ça va nous affecter personnellement. Puis après, je pense que le jeune peut faire des lectures, s'intéresser à la politique puis aller voter en connaissance de cause. Pour Benjamin Brassard, les candidats devront, peu importe leur allégeance politique, tendre plus que jamais l'oreille pour écouter la voix des jeunes générations, puisque les défis sont nombreux dans la région. On a des enjeux qui touchent notamment la rétention de nos jeunes. Puis je pense qu'il y a des enjeux qui, dans les prochaines années, vont venir sur la table, notamment la pérennité de la région, s'assurer d'avoir des milieux en vie. Maya Gontier et Benjamin Brassard n'ont pas la prétention de vouloir parler au nom de tous les jeunes témiscabitibiens. Néanmoins, ils réaffirment le rôle crucial de la jeunesse d'aujourd'hui pour bâtir le Canada de demain. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le gouvernement a annoncé une augmentation du budget en culture et après la pause, je vous explique quel impact ça va avoir pour les artistes de la région. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 14 mars dernier, Station Ludique inaugurait officiellement son nouvel espace à la place 2000 à Val-d'Or. Fondé par Christelle Aubé-Cloutier, l'entreprise spécialisée en mixologie propose ateliers interactifs, services traiteurs de mocktails et une gamme exclusive de produits laiterie. Le lieu chaleureux et durable, conçu à partir de matériaux locaux et recyclés, permet une expérience gustative unique en région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
Et on revient sur le dépôt du budget provincial, Justine, mais cette fois-ci, du côté des arts, les artistes ont été entendus. Ah oui, Kémilia, le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue est très heureux de constater que le budget du Conseil des arts et des lettres du Québec est porté à 200 millions de dollars, tel que demandé par la communauté artistique. Après plusieurs mois de mobilisation menée par le Front commun pour les arts, les artistes sont très heureux d'entendre qu'ils ont été entendus et que le budget augmentera. Je laisse Maude Guy, la directrice générale du Conseil de la culture, vous expliquer quel impact ce budget va avoir sur le milieu artistique de la région. Le 200 millions pour le calque, c'est pour le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, ça concerne principalement des organismes qui sont soutenus, par exemple, les lieux de diffusion. Donc, les théâtres, les centres d'exposition, le Théâtre du Tandem, l'Orchestre symphonique régional. Donc, ces organismes-là vont avoir un petit peu plus d'air. Tu sais, dans le fond, ce qui a été entendu, c'est la fragilité du milieu culturel en ce moment. Donc, plusieurs organismes qui menaçaient de fermer, là, tu sais, avaient des craintes. Donc, tu sais, ça va aider les organismes, mais ça va aider aussi les artistes dans la création, toutes les bourses à la création. Puis nous, ici, dans la région, on a une entente de partenariat territorial avec le Calque et les MRC qui sont partenaires. Donc ça va nous permettre de continuer à soutenir les artistes qui font de la création ici dans la région, sur le territoire. Donc plus de vitalité culturelle pour notre milieu. Les préoccupations demeurent par contre pour le financement des musées, mais aussi des conseils régionaux. Mais bon, c'est déjà un bon pas vers l'avant qui s'est passé grâce à ce nouveau budget. Et toutes les manifestations des derniers mois ont été orchestrées par l'artiste régionale Louise Lavictoire. Elle est très, très contente de savoir que ses efforts ont porté fruit. Une belle surprise parce qu'au départ, je me faisais pas trop d'illusions. Je m'étais même préparée mentalement à vivre une déception. Donc vraiment, on est content de s'être investi, d'avoir mis du temps, d'avoir manifesté pour réussir à avoir cette augmentation là, du budget du calque. J'ose espérer que ça va avoir un impact autant pour les organismes et artistes qui sont établis dans les régions que ça va l'être pour ceux qui sont établis dans les grands centres. Surtout, compte tenu du contexte économique actuel, on se serait attendu à une baisse même ou à un maintien du budget du calque. Et on dirait que là, les actions de notre monsieur Orange, là, dans le sud, là, ça a eu un effet contraire. Et je pense que, heureusement, les dirigeants, nos dirigeants politiques ont reconnu l'importance et comme quoi c'est vital, la culture, pour la société. Et sur un autre sujet, la saison 2024-2025 des belles soirées de la Société d'histoire de Rouyn-Noranda se termine ce soir avec l'histoire du Tour de l'Abitibi. L'équipe vous présentera les 55 ans du Tour de l'Abitibi, en fait l'histoire autour de ça. Et la conversation sera animée par Christine Moras avec Louise Vézina, Marc Lemay, Bruno Gauthier et François Groslot. Ça a lieu ce soir à 19h à la salle Poly de la bibliothèque et c'est gratuit. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que le milieu culturel de la région est suffisamment subventionné? » Vous avez répondu « Oui » à 62 %. Après la pause, un tournoi national de ballon sur glace débarque à Val-d'Or. La dernière fois qu'un championnat canadien qui a eu lieu ici, c'était en 1981. Bonjour, c'est Alexis Dumont et je vous donne les quelques détails sur le sujet au retour. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Cette semaine, Val-d'Or accueille des championnats nationaux de ballon sur glace. Des équipes de partout au Canada y seront. Voici quelques détails avec Alexis Dumont. 20 équipes, la moitié masculine et l'autre moitié féminine, prennent part à un tournoi national de ballon sur glace jusqu'à samedi au centre Anico Eagle et à l'aréna Kiwanis de Val-d'Or. Ici, on assiste en fait au championnat canadien juvénile de ballon sur glace. Donc, on parle de 19 ans, des jeunes de 19 ans et moins qui se rencontrent. C'est des équipes à travers le Canada. Donc, on a des équipes qui représentent Manitoba, Saskatchewan, le Québec, l'Ontario.
Et non aussi, on a des équipes qui représentent les Premières Nations. Ça faisait 44 ans que Val-d'Or n'avait pas accueilli un tournoi national de ballon sur glace. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de venir à Val-d'Or cette année? Vous dites, ça fait plusieurs années que ça n'a pas eu lieu ici. Pourquoi est-ce qu'on revient ici? Oui, en fait, là, juste pour donner un petit historique, là, la dernière fois qu'un championnat canadien qui a eu lieu ici, c'était en 1981. On a décidé de revenir ici cette année. On trouvait ça intéressant parce que le ballon sur glace, c'est un sport extrêmement populaire chez les Premières Nations du Québec. Donc, au niveau des Cris, au niveau des Algonquins, au niveau des Atikamekw, et puis Val-d'Or étant une place centrale pour eux là, pour se rencontrer avec un beau complexe ici là, avec 2 glaces. Donc, c'était, on pense, l'idéal là, pour tenir ce genre d'événement. Puis est-ce que ce sport-là monte en popularité? Je veux dire, dans l'historique des dernières années, est-ce que ça augmente? Oui, en fait, on est sur une pente montante, alors que dans les années 80, comme je disais tantôt, c'est la dernière fois qu'il y a eu un championnat ici, mais c'était extrêmement populaire. Là, tout le monde jouait au ballon sur glace. Et puis dans les années 90-2000, ça a complètement descendu. Mais heureusement, la Fédération québécoise a créé un championnat provincial mineur pour les jeunes en 2006. Puis ça a été un point tournant où là, à partir de là, on a commencé à investir plus dans les jeunes, ce qui n'avait pas trop été fait avant. Donc là, à partir de là, on voit que le sport reprend, a eu un regain. Les rondes d'élimination s'amorceront vendredi et c'est samedi que seront couronnés les champions dans les catégories féminines et masculines. D'ailleurs, un autre championnat canadien se tiendra cette fois chez les seniors du côté de Windsor en Ontario et Brooklyn en Nouvelle-Écosse dans 2 semaines. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on s'en sort pas. De la neige nous attend demain après-midi. Oui, Kémélia, avec tout le beau soleil qu'on a eu aujourd'hui, on a eu un peu de neige qui a fondu, ben elle va retomber demain, on peut pas s'en échapper. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit, ce sera dégagé sur l'ensemble de la région avec un minimum de -13 pour l'Abitibi et de -11 pour le Témiscamingue. Demain, en Abitibi, on aura des averses de neige parfois fortes qui vont débuter tôt en après-midi avec une accumulation de 2 à 4 cm. Ça va être une journée très venteuse aussi avec un maximum de 2 degrés et un refroidissement éolien de -18 le matin. Ce sera assez semblable au Témiscamingue, sauf qu'on va aller plus vers des averses de pluie qui vont débuter tôt en après-midi, sauf que vers le nord, on va avoir quand même un 2 cm de neige pour ce secteur-là avec des bonnes rafales de vent à 50 km/h et un maximum de 2 degrés aussi. Et en aperçu pour vendredi sur l'ensemble du territoire, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -6. Je vous invite à sortir dehors ce soir, profiter des derniers petits rayons de soleil qu'on a eu en ce beau mercredi. Bonne idée. Merci, Justine. Donc voilà, c'était l'essentiel de l'information locale pour ce soir. On se donne rendez-vous demain pour le TVA Midi. Soyez là.